écoutez Né pour un gros pain, le balado sur l'entrepreneuriat québécois. Chaque épisode, nous recevons un nouvel invité provenant du tissu entrepreneurial québécois pour parler de son expérience d'affaires au Québec. Il a pris l'entreprise puis il a fait crack là. Notre mission est d'aider les entrepreneurs québécois à réaliser qu'ils sont plus québécois qu'ils le pensent. Tu dois être une personne, par contre, qui aime les risques. Tu peux essayer des trucs puis que ça va peut-être pas lever. Les dragons, nous, c'est un peu la plus grosse joke de l'année. Dans 5 ans, ce qui est une innovation verte aujourd'hui va être une norme. Ici, nous croyons fermement que le Québec a faim de succès. Pour ce 8e épisode, nous recevons Raphaël Christian Roy de Front Row Ventures, la première firme de capital de risque entièrement gérée par des étudiants qui investit dans des startups dirigées par des étudiants partout au Canada. Nous discuterons de l'importance des firmes de capital de risque, la place centrale de la relève entrepreneuriale et les aspirations de Montréal comme prochain Silicon Valley. Pour ce faire, voici vos cohortes. Hamza Garnati, stratège authentique, et Louis Palacio, entrepreneur idéaliste. Donc, bienvenue à un nouvel épisode de Né pour un gros pain. On commence en force la deuxième saison, en fait, le premier épisode de la deuxième saison de Né pour un gros pain. Hamza, merci d'être avec moi. Merci Louis pour continuer l'aventure. On va aller de l'avant avec un bon premier épisode dans la saison 2. That's it. Super. Puis aujourd'hui, on reçoit Raphaël Christian Roy de Front Row Ventures. Merci d'être avec nous. Ben, merci de me recevoir. C'est un plaisir. So, rapidement, Front Row Ventures, c'est une firme de capital de risque dirigée par des étudiants. Mais on va laisser, avant tout, Raphaël nous expliquer c'est quoi plus en détail Front Row. Ouais, cool. Fait que Front Row, en fait, on est effectivement, comme tu l'as mentionné, une firme de capital de risque. On est effectivement... en fait, la façon dont on va le décrire, c'est qu'on se focus sur les universités. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que notre job, comme n'importe quelle firme de capital de risque, puis on va en parler plus tard, c'est d'investir dans des compagnies en tech. Puis nous, notre focus, c'est qu'on va investir dans des compagnies en tech qui sortent des universités au Canada. Fait que ça va vraiment être ça notre focus. Le concept derrière tout ça, puis je suis sûr qu'on va avoir la chance d'en reparler dans ce podcast, mais le concept en arrière de tout ça, c'est que quand tu regardes toutes les plus grosses compagnies tech au monde, Facebook, Google, Snapchat, Dropbox, Yahoo, Dell, même DoorDash, Airbnb qui sont ben pas Airbnb, mais DoorDash était aussi Stanford-related. Tous des startups qui sont émergés, qui ont été créés sur des campus universitaires américains dans ces cas-ci. Puis ben, notre thèse, c'est de dire qu'il y a énormément de talent sur les campus universitaires puis qu'on veut pouvoir investir dans ces startups-là quand ils sortent des universités, quand ils développent leur compagnie en étant des étudiants. Fait que concrètement, si je reviens à la base ici, Front Row Ventures, on se spécialise dans investir dans des compagnies en tech qui sortent des universités. Puis pour réussir à faire ça, on a développé un modèle complètement nouveau qui n'existait pas au Canada, qui existait dans d'autres pays, mais qui n'existait pas au Canada. Puis le modèle, en fait, c'est que notre équipe d'investissement, donc les gens qui investissent de l'argent puis qui travaillent avec les entrepreneurs dans lesquels on investit, c'est des étudiants. Fait que c'est des gens qui sont sur les campus, universitaires. Au Canada, on est présent sur plus de 23 campus universitaires à travers le Québec et l'Ontario. Puis ça, ces investisseurs-là, c'est des étudiants que nous, on forme pendant 6 mois. On les forme à devenir des investisseurs en capitaux de risque. Puis ben, après ça, concrètement, ils sont ceux qui sont sur le campus, travaillent avec les entrepreneurs, font due diligence. Ça veut dire qu'ils vont vraiment analyser les compagnies, essayer de quantifier, qualifier le potentiel d'investir dans une compagnie en technologie. Puis ben, ils vont prendre des décisions d'investissement concrètement. Et vous êtes le premier capital de risque de la sorte au Canada. Si Exactement, c'est ça. Comme je disais, c'est un modèle qui existait ailleurs, en fait, qui existe depuis 2012 aux US, qui a été prouvé, que de plus en plus on voit émerger dans d'autres pays à travers le monde. Puis nous, quand on a commencé ça en 2014, anyway, il y a 4-5 ans, on était effectivement les premiers à le faire. Au Canada. On est encore les seuls qui font ce type de modèle-là. Il y a d'autres modèles qui existent un peu différemment. Il y a de plus en plus de gens qui regardent à investir dans les universités, mais ce type de modèle-là, où est-ce que c'est vraiment des étudiants qu'on forme à devenir des investisseurs, puis qu'on investit uniquement dans des startups qui sortent des labs universitaires, qui sortent des technologies qui ont été inventées sur les campus universitaires. On est vraiment encore les seuls à le faire au Canada. Okay. Puis pour arriver à faire ça, c'était pas ta première expérience en capital de risque, j'imagine? Oui et non, en fait. C'était ma première expérience, oui, en capital de risque, mais c'était pas ma première expérience entrepreneuriale. Parce que je pense qu'est-ce qui est important de comprendre ici, c'est que Front Row Ventures, c'est un fonds de capital de risque. Donc, concrètement, on investit de l'argent de gens, puis on y reviendra aussi, là, mais veux pas bâtir ça, c'est un peu comme partir une compagnie. C'est juste que dans le concept Front Row Ventures, on est une compagnie, puis notre produit premier, c'est d'investir de l'argent dans des entrepreneurs en technologie. Fait que cette expérience
expérience-là entrepreneuriale, non, c'était pas la première. J'ai eu plusieurs compagnies avant, une compagnie en tech qu'on créait des produits software pour des compagnies à travers le monde. J'ai eu window cleaning business, j'ai eu un garage mécanique, j'ai eu tonte de gazon, j'ai eu plein de trucs, plein de différents trucs sur la rive sud de Et Montréal. ça, t'as fait tout ça avant que tu aies 20 ans. Ouais, j'ai fait tout ça avant que j'avais 20 ans. J'ai aussi. J'ai un parcours un peu spécial parce que j'ai fini en tech, mais j'ai aussi fait 80 mariages dans ma vie comme maître d'hôtel. J'ai été à l'âge de 16-17 ans, j'étais gérant de 2 Saint-Hubert, les rôtisseries Saint-Hubert à Boucherville, à Sorel-Tracy. Puis vers la fin de tout ça, je travaillais pour le siège social, réduire les denrées, les pertes de denrées pour les franchises et tout. Fait que j'ai vraiment un background un peu spécial que, en fait, je faisais tout ça pendant que mon cégep en sciences pures, puis avant de rentrer à l'université, en fait. Là. Puis même que, en fait, pendant que je faisais mon cégep en sciences pures, j'ai aussi étudié à l'ITHQ, fait que j'ai comme eu un diplôme à l'ITHQ en même temps, juste parce que finalement, ma vie était comme pas assez palpitante, faut croire. Mais tout pour dire que, pour revenir à ta question première, c'est pas la première expérience que j'ai d'entrepreneur, mais c'était la première fois que je travaillais en capital de risque. C'était la première fois que je bâtissais un fonds, évidemment, en capital de risque. Puis je dirais que la compagnie que j'avais eue juste avant, qui ont travaillé avec des startups en tech et tout ça, m'avait fait côtoyer des investisseurs en capitaux de risque. Fait que ça, c'était vraiment, je dirais, la plus grosse exposure, pour avoir vraiment pas un moyen de traduire ça. Exposition. Voilà. La plus grosse exposition aux investisseurs en capitaux de risque, c'était vraiment à travers du côté plus entrepreneur. Puis en fait, c'est ce qui m'a amené à faire Front Row parce que j'avais vu c'était quoi en fait, lever du capital en tant qu'entrepreneur en technologie qui est aussi à l'université. Puis ben, je le cacherai pas aussi, le fait que j'ai été faire un échange à Stanford aux US m'a vraiment beaucoup aidé parce que ça m'a permis de voir les modèles de fonds d'investissement qui existaient là-bas, puis de voir, tu sais, Stanford est à Palo Alto, qui est en plein milieu de Silicon Valley, qui est le plus gros écosystème en technologie, en entrepreneuriat en technologie au monde. Fait que d'être dans cet écosystème-là pendant plusieurs mois m'a vraiment comme ouvert les yeux sur plein de choses. Puis quand je suis revenu ici, c'est là que j'ai fait comme « Oh shit ». Genre, tout ça mixé, les expériences que j'avais eues avant, ce que j'ai vu aux US, puis ce que je voyais maintenant en revenant au Canada, j'ai fait comme this is it. Puis évidemment, j'ai rencontré mes 2 cofondateurs aussi dans l'histoire, que ça a été un fit, puis que les 3 ensemble, on était juste comme we need to do it. OK. Puis par rapport à Real Ventures, comment c'est parti? C'est quoi la relation? Ouais, définitivement, je pense que c'est important d'expliquer la relation en fait qu'on a avec Real Ventures, puis pour les gens qui écoutent à la maison. Fait que Front Row Ventures, on est un fonds d'investissement qui se spécialise à investir dans les universités, comme j'expliquais tantôt. Mais en fait, on fait partie d'une plus grosse firme d'investissement qui s'appelle Real Ventures, donc qui est la firme que tu as juste mentionnée. Real Ventures est une des plus grosses firmes d'investissement en technologie au Canada. On a plusieurs fonds à l'interne qui se spécialisent dans différents stades d'investissement. Donc, il y en a qui vont investir plus tôt dans le développement des compagnies, il y en a qui vont investir plus tard dans le développement des compagnies. Quand les compagnies, on pourrait l'expliquer, quand les compagnies plus grossissent, plus ils ont besoin de différents types de capitaux. Puis c'est ça ce que les différents fonds de Real Ventures vont pouvoir offrir aux compagnies. Puis ben, Front Row Ventures est maintenant complètement intégré dans la firme d'investissement Real Ventures. C'était pas du tout le cas au début, en fait. Là, on a développé ce partenariat-là, puis finalement, on a été carrément comme acquis, puis ajouté à leur offre de service. Puis maintenant, ben, comment ça fonctionne, Real, c'est qu'on a 3 fonds à l'interne, dont un des fonds qui est le plus early stage, qui investit le plus tôt dans le développement des compagnies, ben, c'est Front Row Ventures, qui se spécialise sur les universités. OK. Et est-ce que ce ralliement avec Real Ventures, est-ce que ça a été via une surperformance justement de vos habilités, ou ça a été sur le principe que le fait qu'ils ont commencé un partenariat avec vous et qu'ils ont vu qu'il y avait un potentiel encore plus qu'ils pouvaient atteindre en vous intégrant complètement? Ben, c'est un mix de plusieurs choses. Je pense que ce qui est important de mentionner, c'est que, tu sais, à la base, mettons qu'on prend un mini step back ici, là, puis quand je suis revenu des US, que j'ai rencontré ma partenaire, ma cofondatrice Éléonore, qui elle aussi avait étudié à Stanford, qui elle aussi avait vu qu'est-ce qui s'était passé là-bas, qui elle, à ce moment-là, faisait une maîtrise en finance comptable au HEC. Moi, j'étais à Polytechnique en ingénierie informatique à ce moment-là. Puis les deux ensemble, c'est à ce moment-là qu'on a vu, OK, comme, tu sais, elle a commencé à travailler en capital de risque avec une autre firme d'investissement. Moi, j'étais plus du côté startup. Fait que les deux ensemble, c'est là qu'on a vu, OK, comme shit, genre, il y a vraiment comme un trou dans l'écosystème. Il y a quelque chose qui manque. Puis ben, la partie que je vous ai pas expliquée, c'est qu'à la base, moi puis Eleanor, on s'est rencontrés parce que j'avais joint une chaire de recherche qui était
qui était en fait au-dessus de l'Université de Montréal, HEC et Poly. Donc, c'est une chaire de développement, une chaire de recherche qui s'appelait Pléiade Capital, qui se voulait, les gens faisaient leur PhD puis leur master à travers ça, puis ça se voulait une chaire de recherche qui avait des intérêts vers le capital de risque. C'est là qu'on s'est rencontrés. Puis moi, à la base, j'avais été engagé par Eleanor pour être en charge de leur programme d'accélération. Fait que c'est un programme de 12 semaines où est-ce qu'on aide des entrepreneurs et tout et tout. Puis tout ça, à un moment donné, moi et Eleanor, quand, comme je disais, on avait été aux US, blablabla, puis on avait vu, moi, j'étais plus du côté entrepreneur, elle plus du côté VC, plus du côté capital de risque. Puis c'est là, en fait, qu'on s'est assis puis qu'on a dit comment est-ce qu'on peut avoir un plus gros impact sur les startups? Comment est-ce qu'on peut aider les entrepreneurs à vraiment comme step up au prochain niveau, tu sais? Puis le trou qu'on a réalisé c'était de faire le pont entre le milieu universitaire puis le vrai milieu de start-up puis des capitales de risque au Canada. Parce que ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui sont entrepreneurs au niveau universitaire, puis ont accès à plein de ressources sur le campus. Que ce soit les professeurs, que ce soit les chaires de recherche, que ce soit tous les étudiants autour de toi et tout. Mais quand vient le temps de faire la transition de passer d'un étudiant entrepreneur à comme un étudiant temps plein, ce bridge-là, ce pont-là n'existait pas. Puis c'était un peu ça notre objectif à la base, c'est comme shit, on veut créer ce pont-là. Puis en créant ça, puis là, c'est là qu'on a commencé à regarder différents modèles, puis c'est là qu'on est tombé sur la meilleure façon de les aider, c'est si on est capable d'investir dans eux, puis de les aider à lever plus de capitaux par la suite, puis vraiment les pousser au prochain niveau. Tu sais, que ça soit plus juste un petit projet étudiant, mais que ça soit une vraie compagnie avec du vrai capital et tout et tout. Fait que pourquoi je vous explique tout ça? Puis à travers tout ça, on a rencontré notre troisième cofondateur, Nicolas, et tout et tout. Mais pourquoi est-ce que je vous explique tout ça? C'est parce que ce concept-là de comment est-ce qu'on a développé Front Row puis où est-ce qu'on s'en allait avec tout ça, puis ça a toujours été dans l'objectif de réussir à faire ce pont-là entre le milieu universitaire puis le milieu des startups. Puis là, j'ai complètement oublié, en fait, c'est quoi ta question? non, mais en fait, c'est bon ce que tu dis, parce que je pense qu'en fait, avec Front Row, avec tous les nombres d'entrepreneurs qui sont étudiants aussi à l'université, ça rajoute au fait de la crédibilité. Tu sais, oui, évidemment, il y a des ressources monétaires, il y a des ressources en termes de mentorat, etc. Mais la crédibilité que tu apportes quand tu vas maintenant parler à, je sais pas moi, un investisseur privé ou soit tu vas parler à un autre écosystème, mais le fait que tu dis que tu es appuyé par Front Row, ça fait justement dire, OK, c'est bon, je peux mettre mon argent sur ça parce que 100%. Ça a été appuyé par ça. 100%. Je viens de me souvenir de ta question en plus parce que c'était par rapport à Real. Excuse-moi, c'est parce que je suis comme tellement retourné loin pour réussir à expliquer où est-ce que je voulais m'en aller. Je me suis comme même perdu dans moi-même. C'est ça, faire un podcast. Ça va vraiment pas bien, mon affaire. Mais en fait, le concept, parce que ta question était par rapport à Real Ventures, comment est-ce qu'on les a trouvés, puis comment, tu sais. Puis pourquoi est-ce que je t'ai retourné aussi loin en arrière? C'est parce que c'est important de comprendre la genèse de Front Row Ventures, parce qu'à la base, pour être un fonds d'investissement, pour investir dans des startups, tu as besoin d'argent. Fait que quand on s'est ramassé, moi, Léonard et Nicolas, les trois cofondateurs, on était comme shit. On veut faire ce pont-là entre le milieu universitaire et le milieu des startups. On sait qu'il y a des modèles de fonds d'investissement comme ça qui existent aux États-Unis, en Europe, un peu partout. Mais là, on veut faire ça, mais là, ça nous prend de l'argent. Fait que comme des entrepreneurs nous-mêmes, on a bâti notre pitch deck, puis là, on est allé faire le tour de tous les investisseurs, de tous les fonds d'investissement en capital de risque qu'il y avait à Montréal. Parce qu'à ce moment-là, évidemment, on était juste focusé sur Montréal. Puis c'est là qu'on a trouvé Real Ventures. En pitchant, en allant voir tous les investisseurs puis leur pitcher notre modèle. C'est comme, nous, on a besoin d'argent parce qu'on veut investir dans ce type d'entrepreneur-là. On a un edge. Notre spécialité, c'est qu'on est sur les campus. On est capable de bâtir une équipe d'investisseurs. On va les former. On a tous ces entrepreneurs-là qui attendent pour notre argent, qui regardent, ils vont mourir là, si on les aide pas. Mais si on est capable de les aider, par exemple, ça va devenir des vrais entrepreneurs, des vraies belles compagnies, blablabla. Fait que tu sais, on a vraiment été à travers cette journey-là de comme aller pitcher à tous ces investisseurs-là. Puis c'est là qu'on a trouvé Real Ventures. Real Ventures qui, depuis 2007, est dans la... Tu sais, ils sont dans les débuts de l'écosystème. Il n'y avait rien à Montréal en technologie là, en 2007-2008, pour vous donner spoiler alert ici. Là. Puis Real Ventures a été un des premiers fonds à s'investir. Ils ont créé la Not Minhouse, que probablement vous connaissez, qui a beaucoup d'événements en start-up, en technologie. Puis dès leur formation, ça a toujours été, on veut bâtir un écosystème solide à Montréal, on veut bâtir un écosystème solide au Canada. Fait que vous comprendrez que ça a été un fit instantané entre nous et eux, où est-ce que nous, ce qu'on leur vendait, c'est de dire, regarde, il y a énormément de talents sur les campus, mais personne n'investit dans eux. Il n'y a pas assez de monde qui sont capables puis qui focus sur investir dans ces entrepreneurs-là. Juste parce qu'au Canada, l'écosystème n'était pas assez mature, pas assez de gens. Puis les gens, tu sais, au Canada, il faut se le dire aussi, là, les gens sont un peu... Les investisseurs sont risk-adverse, qu'on va appeler. Là, donc, ils ont un peu peur du risque. Puis là, c'est sûr que quand tu dis, attends, c'est déjà risqué d'investir dans des entrepreneurs en tech, mais là, en plus, toi, tu investis encore plus tôt quand ils sont à l'université, tu es complètement fou. Fait que, tu sais, concrètement, c'est un peu ça. Mais quand nous, on leur a pitché cette vision-là, puis de dire, regarde,
oui, c'est un peu fou, mais ça fonctionne dans d'autres. Tu sais, le modèle a été prouvé dans d'autres pays, puis c'est pas vrai qu'on a des moins bons entrepreneurs au Québec, au Canada. On a des très, très bons entrepreneurs au Canada, puis nous, on a développé un modèle qu'on pense qu'on est capable de le faire. Fait que c'est là qu'on a trouvé Real Ventures, puis à la base, pour revenir à ta question qui est à peu près 25 minutes depuis, ta question était par rapport à Real Ventures. Ben, Real Ventures, à la base, ont été essentiels parce qu'ils nous ont aidés à prouver notre modèle. Parce qu'il ne faut pas oublier, comme je disais, tous les investisseurs sont très risk-adverse au Canada. Fait que quand on se promenait partout en disant qu'on allait faire un fonds d'investissement géré par des étudiants, qui investit dans des étudiants entrepreneurs, tout le monde était comme « mais vous êtes complètement fous ». Fait que le concept, c'est qu'on devait prouver que le modèle allait fonctionner au Canada. Parce que tous les investisseurs au Canada, malgré qu'ils étaient comme « ben oui, ça fonctionne aux US, mais on n'est pas les US, on est le Canada ». Fait que Real Ventures a été essentiel parce qu'avec ce partenariat-là avec eux, ben, c'est vraiment là qu'on a réussi à développer à prouver que notre modèle peut fonctionner au Canada, réussir à investir dans des entrepreneurs, réussir à former tous ces investisseurs-là et tout et tout. Fait que Real Ventures a vraiment été essentiel, mais on les a trouvés parce que, comme des entrepreneurs nous-mêmes, on a été carrément pitcher notre vision un peu folle du Canada à des investisseurs. Puis est-ce que Real Ventures ont été les premiers? Est-ce que vous en avez eu Non. plein? Il y en a qui se mordent les doigts en ce moment? Mon Dieu. Ben, j'aime... Ça m'aide à m'endormir le soir de me dire qu'il y en a qui se mordent les doigts, oui. Mais non. Je ne souhaite pas ça à personne, évidemment. Là, j'ai aucune rancœur contre personne. Je pense que il n'y a personne qui a une boule de cristal. T'sais. Puis même moi, des fois, je me trompe. Il y a des compagnies dans lesquelles que j'ai dit « vous êtes mongol, ça ne marchera jamais ». Puis qui finalement, ben, ça fonctionne super bien, leur compagnie. Puis je suis super content pour eux. Là. À tous les entrepreneurs que je n'ai pas réussi à investir, là, puis s'il y en a qui écoutent, je vous salue. Je leur dis toujours « prouvez-moi que j'avais tort ». J'ai pas une boule de cristal plus que les autres. Moi, je regarde à ta compagnie, je suis comme, pour cette raison-là, je pense que je vais passer. Mais la réalité des choses, c'est que je suis pas plus intelligent que toi puis moi. Là. Fait que j'ai juste peut-être plus d'insight, plus de connaissances sur l'écosystème s'en va où et tout, qui me permet d'investir. Mais tout pour dire, je ne souhaite pas ça à personne. Pour revenir à ta question, est-ce qu'on en a passé beaucoup? Énormément. Ça a été très dur. Puis c'est pour ça que être avec Eleonore puis Nicolas dans ce processus-là a été essentiel. Les trois ensemble, pendant quasiment 8 mois, 1 an, on s'est fait... j'ai eu des investisseurs qui se sont endormis devant ma face pendant que je leur pitchais. J'ai des investisseurs qui nous ont... La plupart nous disaient tous, vous êtes complètement fous, mais vous pensez que vous êtes qui, vous, des étudiants? À ce moment-là, on avait 20 ans, tu sais. Vous pensez que vous êtes qui, vous, à 20 ans, pour aller chercher des millions de dollars de vrais investisseurs? Comment est-ce que vous pensez que vous allez être bon? Comment est-ce que vous pensez qu'un modèle comme ça peut fonctionner? Oui, mais les US, blablabla, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, au Québec, au Canada, tout le monde est très, très fier de qui ils sont, puis ils regardent les US un peu de haut, là. Fait que c'est sûr que c'était pas toujours une victoire de dire non, mais regardez, ça fonctionne aux US. Ça les frustrait quasiment d'entendre ça. Quasiment, oui. Ça n'a pas toujours été une victoire, mettons. Peut-être qu'il y a plusieurs gens qui vont se reconnaître là-dedans, mais il y a une certaine fierté d'être au Canada, au Québec, qui m'échappe, en fait. Mais tout pour dire que, oui, ça a été une expérience vraiment très entrepreneuriale du fait qu'on s'est fait beaucoup dire non. On s'est fait beaucoup dire vous êtes fous. Mais il y en a quelques-uns qui ont cru en nous, dont un en particulier qui a été le premier qui nous a regardé. Il a dit votre nom est complètement stupide parce que ça s'appelait pas Front Row Ventures à ce moment-là. C'était comment? Ça s'appelait autre chose. Ah, on se rappelle. Il nous a dit votre nom est stupide, votre pitch deck est vraiment laid, mais j'aime qu'est-ce que vous essayez de faire. Puis pendant comme quelques mois, et à toutes les 2 semaines, il nous disait rien, mais il nous disait moi je ferais ça. Si vous avez quelque chose à montrer, venez me revoir dans 2 semaines. Puis à toutes les 2 semaines, on revenait puis on avait prouvé, et même plus, tous les trucs qu'il nous disait qu'on avait prouvé. Puis à toutes les 2 semaines, ça, il a fini par nous le dire par après. Il dit, je vous testais en fait. Je voulais voir si vous étiez vraiment sérieux, si vous alliez vraiment réussir. Puis il dit, je savais pas si vous alliez revenir, mais à toutes les fois que vous êtes revenus, vous avez over-deliver sur ce que je m'attendais à ce que vous donniez. Fait que j'ai continué à vous en redonner. Puis à toutes les 2 semaines, comme ça, pendant quelques mois, il nous poussait, puis il nous disait comme, ben moi, je pense que si vous faites ça comme ça devrait peut-être bien aller. Puis des fois, il avait pas toujours raison, mais il nous enlignait sur une certaine direction, tu sais, parce qu'il était plus, c'est un investisseur à ce moment-là qui était plus connu dans l'écosystème et tout. Puis, ben, ça a été la première personne qui nous a vraiment beaucoup aidé. À la place de juste nous dire qu'on était fous, il nous a dit, c'est pas tout parfait. Mais il y a quelque chose là-dedans que j'aime, puis j'ai le goût de vous aider. Puis ben, je le salue, c'est mon mentor personnel, Alex Sanchi, qui a été chez Real Ventures pendant longtemps, qui a été chez Element AI pendant longtemps, puis maintenant qui travaille pour une compagnie dont le nom m'échappe, principalement en Afrique. Mais concrètement, Alex Chi, depuis le début, a été une des premières personnes qui a cru en nous. Puis après ça, on a eu plusieurs autres gens qui nous ont aidés un peu comme ça, mais tu sais,
pour répondre à ta question, ouais, ça a été Mais toute lui, une drôle de journée entrepreneuriale. Mais lui, est-ce qu'il était chez Real Ventures ou c'est un de Il ceux était qui chez malheureusement... Non, il était chez Real Ventures, mais il nous a jamais dit, ça a jamais été comme, OK, ben Real Ventures est intéressé. Ça a toujours été comme, j'aime personnellement votre idée, je vous aime vous, j'aime ce que vous faites. Puis je pense qu'il faudrait que je vous mette en contexte aussi, là, on n'était pas les premiers à essayer de faire ça au Canada, on était actually la 7e équipe de cofondateurs qui essayaient de faire ça. Fait qu'Alex, lui, c'était comme le 5e groupe de personnes qui voyaient, qui essayaient de faire quelque chose comme ça, parce qu'il y en a d'autres qui ont essayé depuis 2008 à développer un fonds d'investissement qui se focus sur les universités à travers le Canada, parce que, comme je dis, ça existait aux US. Fait qu'il y en a qui avaient eu l'idée avant, mais on a juste été les premiers qui ont réussi à le faire. Puis ben, c'est un peu ça, Alex, qui nous disait après, c'est qu'il dit j'en ai travaillé avec des gens là, dans le passé qui ont essayé de le faire, puis que dès qu'ils ont eu une job en VC, dès qu'ils sont devenus investisseurs, ils ont tout lâché, tu sais. Ouais. Puis il dit, vous, ce que j'ai toujours aimé, c'est que vous le faisiez pour les bonnes raisons. Vous le faisiez pour aider les entrepreneurs en tech, vous le faisiez parce que ça vous excitait de développer ça. Mais tu sais, c'était pas pour votre gain personnel, tu sais. Fait que, anyway. mais en parlant d'entrepreneurs, vous avez aidé, ben, tu sais, Front Row est quand même fier d'avoir lancé énormément d'entrepreneurs là, dans votre bassin. Donc, je pense notamment à Galia, je pense aussi à Envivo AI. Quelle est un peu justement une des histoires qui te marque un peu le plus, que tu as vraiment, qui te passionne encore quand tu dis ouais, je fais Front Row à cause que j'aide ces entrepreneurs, justement? Ah, mon Dieu, mais tous les entrepreneurs qu'on aide, puis même ceux qu'on n'aide pas, pour être vraiment franc, puis tantôt, je parlais de un anti-portfolio pour un investisseur en technologie, c'est ceux qui ont les compagnies dans lesquelles on n'a pas investi, puis qui vont bien, évidemment. Fait que, tu sais, un portfolio, c'est les compagnies dans lesquelles tu as investi. Un entire portfolio, c'est un portfolio dans ceux que tu n'as pas investi. Puis même eux autres aussi, les voir réussir en ce moment, ça me fait chaud au cœur parce que ça démontre qu'on n'était pas fou de penser qu'il y avait du talent sur l'université. Mais regarder notre équipe, notre portfolio grandir, c'est juste comme... c'est juste incroyable, les regarder. Mais c'est surtout parce que, ce qui est incroyable là-dedans, c'est que nous, on investit dans des first-time entrepreneurs qu'on va appeler. Fait que c'est des entrepreneurs que c'est la première fois qu'ils sont entrepreneurs, right? Parce que c'est des gens qui sortent, qui sont au bac, qui sont à la maîtrise, qui sont au doctorat, mais c'est pas des gens que c'est la 5e compagnie qui partent. Puis, mais les voir grandir dans leur rôle de président de compagnie ou de cofondateur, c'est tellement beau à voir. Puis encore, juste avant ce podcast-là, je parlais avec un de nos entrepreneurs, une compagnie Grad4 qui vient de lever une nouvelle ronde de financement. Tu sais, c'est juste comme tellement super excitant de les voir grandir dans ce rôle-là. C'est sûr, si j'avais à highlight une compagnie, puis ils doivent être tombés tannés que je parle d'eux, mais tu l'as mentionné, Envivo AI, en fait, parce qu'Envivo sont un peu spécial. Dan et Terence, qui sont les deux des cofondateurs d'Envivo AI, se sont rencontrés à travers Front Row. Donc, on les a formés. Il y en a un qui était un doctorant en biologie, l'autre il faisait un master en neuroscience à McGill. Puis en fait, on les a recrutés pour notre équipe d'investissement. On les a formés à devenir des investisseurs en capitaux de risque. Puis à un moment donné, après comme 1 an et demi, 2 ans qu'ils travaillaient avec nous, mais je me souviendrai toujours de ce moment-là. Ils sont rentrés dans le meeting puis on dit « Ouais, ben Raph, on a commencé à travailler sur quelque chose ensemble. » Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ça fait une couple de mois qu'on parle de cette idée-là, puis tout ça, puis ben, je pense qu'on va vraiment partir la compagnie. Fait que, c'est sûr que cette histoire-là, puis là, ben, finalement, l'histoire le dit, ils ont parti la compagnie, Envivo a levé des millions de dollars en capital, puis c'est une compagnie de plus de 15-20 employés. C'est complètement incroyable ce qu'ils font, honnêtement. C'est pour ça que je dis qu'ils doivent être tannés que je parle d'eux, mais c'est sûr que ça, sont très, très proches de nous, parce qu'on les a... C'est 2 scientifiques complètement dans 2 domaines, 2 écoles complètement différentes. On les a formés à devenir des investisseurs en capitaux de risque. Ils ont comme découvert beaucoup le monde des startups et tout à travers tout ça. Puis, ben, littéralement, ils ont fait comme, c'était cool la science, mais là, on veut pousser ça à un autre niveau. On veut utiliser la science pour partir d'une compagnie, pour devenir entrepreneur. Puis ça, c'est une histoire qui... Si j'ai une victoire, c'est sûr que celle-là, elle est là. Bon, là, tous nos entrepreneurs aussi, je les adore du plus profond de mon cœur. Là. C'est comme un peu demander à sa mère quelle compagnie, quel enfant, exactement, c'est ça. Mais c'est sûr qu'il y a une Vivo à ce niveau-là. C'est pour ça que je dis qu'il doit être dontané de m'entendre parler d'eux. Là. C'est comme un papa trop fier. Je comprends, parce que tu les as vus de tes propres yeux. C'est l'idée d'un mariage qui a été fait, que genre t'as créé un, puis ils sont venus ensemble, puis après ils ont dit ok, parfait, là le bébé a été fondé, puis après l'avenir a fait le reste. Sont-ils rendus trop gros pour que vous les accompagniez? Comment ça fonctionne une fois qu'ils dans le fond, sont adolescents?
intéressant. c'est une bonne question parce que ce qui est important de mentionner pour les gens qui écoutent, c'est quoi la différence entre un investisseur en technologie, c'est quoi la différence entre un programme d'accélération et un programme d'incubation. Fait qu'un programme d'accélération, un programme d'incubation, toutes les universités en ont, le Santec, par exemple, à l'ETS ou Dobson ou X1 à McGill. Tout ça, c'est des programmes d'accélération d'incubation. La différence entre un accélérateur et un accélérateur va être environ 3 mois. Le but, c'est qu'en 3 mois, ils veulent accélérer ta compagnie. Ils vont investir plein de ressources, plein de temps, plein de mentors et tout ça pendant 3 mois. Puis le but, c'est d'amener à un point A puis de l'amener jusqu'à un point comme F, mettons. Incubation, habituellement, ça va être comme entre 1 an et 3 ans, le programme. C'est beaucoup plus espacé. Tu as des workshops un peu par-ci, par-là. Ils vont te donner souvent un espace de bureau et tout ça. Ça, c'est comme les 2 programmes qui existent sur les campus déjà. Puis ça, c'est vraiment pas ce que je fais dans la vie. C'est vraiment pas... Eux autres, leur job, c'est beaucoup de tenir les entrepreneurs par la main, guillemets, là, parce qu'il y a personne qui tient les entrepreneurs par la main. Là, c'est leur compagnie. Mais tu sais, de les aider à développer leur compagnie. Ma job, je suis un investisseur en technologie. Fait que nous, qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est qu'on investit de l'argent dans leur compagnie. Puis ça, c'est bien important parce que moi, j'ai pas de programme à l'interne pour les tenir par la main. Puis ma job, c'est pas de les tenir par la main. Puis c'est pour ça que, tu sais, je dis que je suis fier de notre portfolio, mais investir de l'argent puis du temps dans eux puis les aider, c'est pas mal tout ce que je fais. Là, fait que je peux pas vraiment prendre le mérite de leur succès. Là. C'est plus ça l'histoire. J'ai été assez intelligent, entre guillemets, encore une fois, pour découvrir qu'eux autres allaient être des bons entrepreneurs puis qu'ils allaient être successful, mais c'est pas mal tout ce que j'ai fait. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est qu'un investisseur en technologie, ce qu'il va faire, c'est investir de l'argent. Il va ouvrir son network aussi, fait qu'il va ouvrir son réseau. Il va aider beaucoup avec les introductions. Les investisseurs vont beaucoup introduire leur compagnie de portfolio à d'autres investisseurs pour les prochaines rondes de financement. Va essayer de matcher ses compagnies ensemble aussi s'il y a des fêtes, des trucs comme ça. Puis la troisième chose qu'on va faire beaucoup, c'est qu'on va être comme un sounding board. Fait qu'on va agir en tant que personne externe à qui les gens à qui les présidents de compagnie peuvent se confier, peuvent demander conseil, puis c'est vraiment là où est-ce qu'on amène la valeur à un certain niveau, c'est qu'on va pouvoir vraiment les aider. Puis souvent, il y a un board seat là, sur le comité d'administration. Le conseil d'administration, souvent, on va prendre comme un board seat. Front Row, on ne fait pas ça parce qu'on est trop early. On est trop tôt dans le développement des compagnies, mais là, je vous explique en général un investisseur en tech, qu'est-ce que ça fait. Puis, donc, on est quand même... Vous comprendrez qu'on n'a pas nécessairement un programme pour les tenir par la main. Là. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Puis, il y a une chose que Front Row fait un peu différent de tous les autres fonds d'investissement à travers le Canada, c'est que nous, on va beaucoup passer de temps avec eux pour les accompagner dans lever la prochaine ronde de financement. Donc, la vie d'une compagnie en tech, ça buzz, comme à certains moments, ça va aller chercher de l'argent d'investisseurs. Nous, on est souvent le premier chèque dans la compagnie. Mais après ça, pour survivre, tu sais, comme un Facebook, un Google, ça ne s'est pas rendu public du jour au lendemain. Là. Ils ont levé des milliards de dollars, des millions, si ce n'est pas des milliards de dollars en financement privé. Puis, ça se fait par ronde de financement qu'on va appeler ils vont lever des rondes de financement jusqu'à temps de se rendre assez gros puis devenir public et tout. Puis, nous, c'est ce qu'on va les aider souvent comme la ronde subséquente, puis peut-être même l'autre après. On va les introduire à d'autres investisseurs. On va les aider à structurer leur ronde de financement. Est-ce que vous mettez des sous dans la ronde aussi? Ou... La première ronde, oui. Les autres, c'est pas le modèle de Front Row de réinvestir dans les autres subséquentes. Fait que c'est ça. Fait que, comme je dis, contrairement à tous les autres programmes, on ne les tient pas par la main, autre que à les aider à structurer leur prochaine ronde de financement. Puis bien évidemment, on leur donne de l'argent parce qu'on investit dans leur compagnie. Puis la troisième chose qu'on fait, comme j'ai expliqué, c'est qu'on ouvre notre réseau pour les aider à travers développer leur compagnie. Pas juste des investisseurs, mais les aider à ouvrir. Shit, intéressant. Là, je passerai à l'autre section. On a pas mal su maintenant. Je l'ai pas dit, mais on t'a pas mal demandé comment tu gagnais ton pain, puis maintenant on le sait. Mais non, on le sait très bien, je pense. Dans la nouvelle section de l'argent du bord, là, c'est maintenant là où on fait un peu une forme d'investigation, un peu avec les relations de Front Row avec le Québec et aussi avec une perspective plus macro, quoi. Et là, dans cette question, justement, c'est qu'on peut voir vraiment que qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que, comme tu l'as dit, Front Row est présent dans beaucoup d'universités au Québec, mais aussi beaucoup d'universités anglophones. En Ontario, à York, etc. T'sais, pour toi, qui est quand même, qui fait quand même énormément de conférences au Canada, qui fait énormément de conférences aux États-Unis, qu'est-ce que tu peux voir un peu en termes de la scène entrepreneuriale québécoise? Est-ce que tu penses que Montréal peut devenir le prochain Silicon Valley en tech? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Oui, c'est une bonne question. Je pense que ce serait important de mentionner pour les gens qui écoutent à la maison, je suis spécialisé en technologie, donc je ne
un full disclosure là, ici, là, je ne pense pas connaître tout en entrepreneuriat. C'est bien important de comprendre la différence entre une compagnie en technologie et une compagnie en non-technologie. Là. Fait que les Jean Coutu, le Inc. québécois et compagnie, le Jean Coutu, Renault Dépôt, Rona, tu sais, toutes ces compagnies-là, là, je ne dis pas savoir comment développer ce genre de compagnie-là. Okay? Je me spécialise vraiment en technologie. Fait qu'on va parler des Facebook, Google, Snapchat, là, tout ce genre de compagnie-là, c'est là-dedans que je me spécialise. OK. Ça, c'est le premier full disclosure qu'il faut que je fasse parce que c'est important, parce que développer une compagnie en non-tech ou en tech, c'est deux milieux complètement différents. Ceci étant dit, revenir à ta question sur le Québec versus... je pense que depuis 2007-2008, là, le Québec a... Puis je vais parler du Québec, mais beaucoup Montréal, si on ne se le cachera pas. Il y a certaines autres villes au Québec qui ont bien joué leur carte aussi par rapport à l'entrepreneuriat en technologie, mais Montréal reste le centre le plus grand en technologie. Je pense que si j'avais à le résumer d'une certaine façon, c'est que dans les dernières années, on a vu une effervescence là, de l'entrepreneuriat en technologie à un autre niveau, ce qui est très, très bien à voir. Il y a beaucoup plus ce que j'appelle le support system, donc le système de support à l'entrepreneuriat en technologie au Canada. Donc, tous les accélérateurs, les incubateurs, tous les hubs d'entrepreneuriat, que ce soit dans les universités, mais aussi off-campus, là, qui n'ont pas rapport avec les universités. Ça, on a vu une émergence de tout ça aussi dans les dernières années. Puis ça, ben, ça contribue à créer des bons entrepreneurs. C'est avoir cet écosystème-là où est-ce que tu as des gens qui peuvent t'aider à bâtir une compagnie, c'est essentiel. Ceci étant dit, est-ce qu'on a le pouvoir de devenir le prochain Silicon Valley? Je pense que partiellement, la réponse ici, c'est que d'un, on voudrait... L'objectif n'est pas de devenir le prochain Silicon Valley parce que Silicon Valley a ses propres issues, il a ses propres problèmes. Mais c'est sûr et certain qu'on est encore loin. Là. On n'a pas du tout la grosseur, on n'a pas du tout le volume, on n'a pas du tout le volume d'argent, mais aussi le volume de gens. Silicon Valley, c'est le plus gros centre au monde. Une chose que, par contre, Montréal peut être fiable, ça s'est vraiment beaucoup bâti dans les dernières années, c'est quand on parle d'intelligence artificielle. Pardon. Beaucoup, surtout récemment, avant Noël, avec Element AI qui s'est fait acheter par une compagnie américaine. Bon, ça a soulevé beaucoup de questions voilà, par rapport au fait qu'Element AI et tous les PhD allaient aux US. Je ne rentrerai pas dans les détails de ça parce que Real Ventures, on est investisseur, puis évidemment, c'est pas ma place de parler de ça ici. Mais ce que je dirais, c'est que quand même, pour vrai, Montréal a fait un incroyable job dans les dernières années, un incroyable travail dans les dernières années de se positionner comme un joueur sur la scène internationale sur l'intelligence artificielle. Puis ça, ben, pour les gens qui ne sont pas au courant ici, les auditeurs qui ne sont pas au courant, mais évidemment, beaucoup en partie, évidemment des organisations comme Element AI, là, mais c'est beaucoup par rapport à Joshua Bengio, qui est un des 3 pères fondateurs du Deep Learning, qui est un concept en intelligence artificielle qui a été carrément inventé par ces 3 messieurs-là. Puis dans les 3 messieurs, ben, il y a Joshua Bengio, qui est un professeur à l'Université de Montréal, qui a fondé le MILA, qui a fondé Ivado, qui sont des organisations en intelligence artificielle à Montréal. Puis les 2 autres, ben, il y en a un qui est Head of AI Facebook, puis Head of AI à Google. Juste ça. Si je ne m'abuse. Peut-être qu'ils ont bougé depuis, là, mais si je ne m'abuse, tout pour dire, Joshua Bengio, non seulement c'est un incroyable monsieur, mais c'est aussi le seul super calé chercheur en intelligence artificielle qui ne travaille pas pour une firme privée. Puis ça, c'est très important parce que une raison pourquoi Montréal a pu devenir une scène aussi développée en intelligence artificielle, c'est parce que M. Joshua Bengio était capable d'être impliqué à l'extérieur d'une compagnie privée, puis qui était capable de développer à travers l'Université de Montréal, à travers le MILA, à travers Ivado et tout, la scène vraiment de recherche. Puis ben, ça concrètement, là, encore une fois, pour les gens à la maison qui ne sont pas au courant, ben, il y a des chercheurs à travers le monde qui viennent à Montréal juste pour travailler avec Joshua Bengio. Fait que le fait que cet homme-là amène aussi... Il y a comme un aura autour de tout ça, puis c'est très important parce qu'il a joué une partie très essentielle dans tout ça. Ceci étant dit, il y a beaucoup de choses à dire sur le gouvernement et tout, puis je ne rentrerai pas là-dedans parce que je ne suis pas quelqu'un de très politique, mais de ce côté-là, il y a énormément de support du gouvernement, des villes et compagnies vers amener aussi, que ce soit des subventions, que ce soit genre essayer d'amener beaucoup que Montréal devienne le centre en intelligence artificielle. Donc ça, je pense que s'il y a une chose que le Québec peut être fier dans les dernières années, c'est qu'on s'est bien positionné à ce niveau-là. Montréal est plus connu pour l'intelligence artificielle que Toronto.
Ce qui est assez impressionnant, considérant le volume à Toronto, tout le monde connaît Toronto parce que c'est le plus gros écosystème au Canada, mais en intelligence artificielle, Montréal n'a vraiment rien envie à Toronto pour une fois. Là. Non, définitivement. Par exemple, c'est Montréal International aussi qui font aussi énormément Montréal de travail International, exactement. à justement essayer d'attirer des entreprises étrangères à venir investir à Montréal. Ben, le point numéro 1, c'est que Montréal est une pôle technologique mondiale. Il l'est. Puis il y a une chose que je dirais aussi parce que, pour les gens à la maison qui connaissent Silicon Valley mais qui n'ont pas été, c'est probablement une des places les plus chères à habiter sur Terre aussi. Là. Ouais. Puis comme je dis, ça fait partie d'un des problèmes. Tantôt, je disais que Silicon Valley a ses propres problèmes, mais comme ça fait partie d'un des problèmes, c'est pas habitable. C'est pas le fun non plus habiter là-bas. Pour avoir passé quelques mois là-bas, j'adore. Là, évidemment, la météo est incroyable, là, on se le cachera pas, mais sinon, le reste n'est pas très agréable. À part que c'est comme un hub, un pôle, c'est sûr, c'est incroyable. Mais de ce côté-là, de plus en plus aussi, on voit des investisseurs aux US qui sont comme qui disent aux compagnies à Montréal, mais comme reste à Montréal, là, tu coûtes le tiers du prix à Montréal. Parce que ça, c'est très important aussi. Non seulement ça coûte pas cher, le coût de la vie à Montréal est impressionnamment bas, malgré que, évidemment, l'immobilier monte beaucoup en ce moment. Là. Mais plus important, c'est que pas le coût de la vie, mais le plaisir, voyons, comment on dit ça, le plaisir de vivre dans la ville est assez impressionnant aussi. Là. Les gens... il y a une bonne balance, en fait, dans tout. Puis, les gens sont plus heureux, en moyenne, je dirais, à travailler à Montréal. Fait qu'en tout cas, il y a ça quand même qui rentre dans la balance. Puis, mon point ici, c'était plus de dire, comme, est-ce qu'on devient le prochain Silicon Valley? Définitivement pas. Je pense que c'est très... je suis loin de dire que c'est ça. Puis, je suis loin de dire qu'on veut devenir Silicon Valley non plus. Mais on a tiré notre épingle du jeu à certains niveaux dans les dernières années. Puis, je pense que les prochaines années vont vraiment être essentielles pour devenir un bon hub. Puis parlant des mauvaises conditions, justement, en Californie, j'imagine que tu as vu l'exode vers le Texas. On en parle de plus en plus. Avec Elon Musk, qui a pas mal... ça, c'est du gros Elon Musk. Là, as far as I'm concerned, un matin, il pourrait décider d'aller mettre son bureau en Alaska, là, comme ça ne me surprendrait même pas. Là. Ouais, il est assez wild pour ça, mais il y a quand même quelques entreprises crédibles qui commencent à le suivre. Ouais. Pour plusieurs raisons, là, naturellement, ils n'ont pas de taxes d'État au Texas, qui doit être très intéressant pour des gens qui font des millions et milliards de dollars. Mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu vois que Silicon Valley a peut-être fait son temps? Les beaux jours sont-ils passés pour Silicon Valley? C'est une vraiment bonne question. Honnêtement, je pense que faut juste prendre un mini step back ici. Puis la force de Silicon Valley, puis ça, on l'enlèvera. Ça va être long avant qu'on l'enlève, là. C'est que ça reste un pôle. Fait que pour avoir passé du temps à San Francisco, là, la beauté de San Francisco, il n'y a personne qui vient de là. Personne qui a grandi là. C'est tous des gens à travers le monde. Puis c'est ça qui fait la richesse de San Francisco parce que en technologie, là, c'est tous des gens qui trippent sur la tech, mais c'est tous des gens qui viennent pas du tout de là. Fait que si tu veux rencontrer là, des gens qui trippent en tech, tes prochains cofondateurs ou tes employés, comme San Francisco, c'est probablement la meilleure place sur Terre parce que tu as une concentration complètement incroyable de gens qui tripe sur la tech. Fait que ça, on l'enlèvera pas, puis ça va être long avant que ça ne devienne plus un pôle. Là. Ça reste la force de San Francisco. Puis quand je dis San Francisco, Silicon Valley, évidemment, là, mais c'est pas, je sais pas si vous êtes déjà allé dans Silicon Valley, mais il y a Silicon Valley, en fait, c'est littéralement, à part San Francisco, qui est une belle grosse ville, le reste, c'est toutes des petites villes comme Varennes, Boucherville, Longueuil. Sauf que c'est tellement overpriced que les maisons coûtent à peu près comme 6-7 millions à acheter, puis c'est des bonnes galops. Là. Puis c'est des développeurs, des ingénieurs qui font comme 200-300 000 par année, qui vivent là-dedans à 4 personnes parce qu'ils sont pas capables de payer, puis 2-3 familles ensemble. C'est pour ça que je dis que c'est pas incroyable, tu sais. Mais ça reste que, juste, je veux pas me mettre des gens à Silicon Valley à dos, là, ici, là. Ça reste que c'est l'engouement vers la technologie est intéressant. Est-ce que Silicon Valley voit ces beaux jours derrière? C'est dur à dire. Je pense que c'est plus... Je pense que la beauté ici est plus dans... Il y a d'autres écosystèmes qui vont vraiment émerger dans les prochaines années, puis je pense que c'est ça qui est excitant un peu à voir. Bon, là, c'est sûr, il faut en prendre puis en laisser quand on parle de comme Elon Musk puis même Bezos avec Amazon puis tout ça. Comme, faut pas se leurrer, là. C'est une question de taxes, c'est une question d'incentive gouvernemental. Ouais. C'est pas parce qu'ils aiment le Texas plus qu'ils aiment la Californie, on s'entend, là. C'est vraiment juste une question de taxes puis le gouvernement du Texas qui a probablement fait quelconque deal pour qu'ils viennent. Puis je veux dire, ça se passe aussi au Québec puis au Canada, for the record. Ça existe tout le monde joue la game un peu. Là. Tout le monde joue la game, là. Je veux dire, c'est aussi...
tu sais, on peut aller aussi micro que comme Varenne qui a payé tant de millions de dollars à Costco pour avoir l'entrepôt. Ça n'a rien à voir avec la tech. Là. Fait que, je pense, mon point ici, c'est plus de dire est-ce que le Texas va devenir le prochain Silicon Valley? Peut-être pas. Une chose que je vais mentionner par contre, parce que même avant Elon puis tout ça, là, Austin, qui est une des plus grosses villes au Texas, est un hub technologique depuis... c'est là que Dell a été créée, là, la compagnie Dell, la compagnie d'informatique. Elle a été créée à l'Université du Texas, qui est à Austin. Austin, qui est aussi la maison de South by Southwest, qui est le plus gros festival en technologie aux US. En technologie, film et musique, là, mais en technologie, c'est un des plus gros aussi. Puis Austin, en termes de technologie, puis en termes d'ingénierie technologique, c'est assez impressionnant ce qui se passe là depuis comme les 5-10 dernières années. Là. Fait que rien enlevé à Elon, là, mais c'est pas. Si le Texas, si Austin a à devenir cool, c'est pas juste à cause d'Elon Musk. Non, ça, mais Austin, depuis les dernières années, c'est un peu le petit wild card du state de Texas. Ouais. T'sais. Non, c'est parce qu'en fait, Austin, encore une fois, c'est devenu un hub. C'est devenu un pôle technologique. Fait qu'il y a des gens à travers le monde qui se ramassent à Austin. Puis, faut pas se leurrer non plus. Là, ce qui fait la force de Silicon Valley, puis la Californie en général, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui... Tu sais, même chose, le LA. C'est pas des gens qui ont grandi là. Les gens se ramassent là, l'industrie du film, la musique, blablabla. Fait que la Californie, si tu prends comme l'État au complet, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas grandi là. Fait que tu te ramasses avec plein de gens qui ont des valeurs semblables, des façons de voir le monde un peu semblables, qui se ramassent tous dans ces places-là. Même chose pour Austin. Fait que les gens qui habitent à Austin, ils n'ont rien à voir avec les Texans qui aiment Trump et qui tirent du gun. Il y en a, hein, c'est ça. Mais ceux qui sont au centre-ville, ceux qui travaillent en tech, ben, c'est des gens comme les mêmes gens qui travaillent en tech qui sont à San Francisco. Fait que c'est là où est-ce que Austin, je suis d'accord avec toi, ça a toujours, dans les dernières années, été un peu différent du reste du Texas parce que c'est pas ce qu'on a... Pour avoir été à Austin puis à South by Southwest, c'est des gens complètement différents de ce que... Ben, pas toutes, là, encore une fois, il faut que je fasse attention à mes généralisations ici, là, mais c'est beaucoup des gens qui sont beaucoup plus ouverts d'esprit, qui sont pas du tout texans, qui sont par rapport à la technologie. Là, puis à Montréal, est-ce que tu le vois aussi un petit peu de plus en plus on devient gros? Beaucoup. Puis je pense que ça, le gouvernement, encore une fois, a fait une relativement bonne job. Je pense qu'il y a beaucoup de choses in the making que j'espère qu'ils vont voir le jour. Par rapport aux des passeports start-up qu'on appelle pour aider l'immigration aussi des gens. Je vous cacherai pas aussi le spoiler alert ici sur Trump, ben, ça a beaucoup aidé le Canada dans les dernières années. Là. Parce que dans les 4 dernières années, on est plus attirant, mais aussi dans les 4 dernières années, comme les grosses compagnies tech ont ouvert des bureaux là, au Canada. Là. Avant, Vancouver était beaucoup utilisé comme un bureau de passage. Fait que, moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont été travailler à Vancouver pendant un mois, le temps d'avoir leur visa US, puis parce qu'ils étaient sur la même time zone que San Francisco ou LA. Fait que déjà, le Canada était utilisé comme comme des bureaux de passage, mais là, la plupart ont commencé à ouvrir des bureaux. On voit Google, Microsoft qui ont ouvert des bureaux à Montréal et tout et tout. Puis là, je dis ça, mais Edmonton aussi, Vancouver, Toronto, évidemment. Fait que tout ça, Amazon qui ouvre des trucs un peu partout. Fait que ça aussi, je ne cacherai pas, ça a beaucoup aidé dans les dernières années. Le fait que Trump, for some reason, décide que les immigrants en technologie, ce qui est comme... J'ai pas de chiffre, là, mais comme... au moins 80% des gens qui travaillent en tech ne viennent pas des US. Là. Puis encore une fois, comme retenez-moi pas sur ce chiffre-là, là, c'est pas un vrai chiffre, mais en tout cas, ça a beaucoup aidé, je pense, le Canada aussi dans les dernières années. Non, je passerai maintenant à la section du pain sur la planche parce que tu as commencé à parler de relève, puis ça, c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, on va pas le cacher à travers ton parcours, tu as quand même un parcours de hustler. Ouais. Tu sais, tu as grind à soft depuis ta 16 ans, puis tu as fait énormément de jobs. Ah, ben non, mais c'est pas même pas merci, tu le mérites, là. Mais quel est justement tes conseils que tu donnerais justement à la relève de tous ceux qui apprennent de Front Row, qui se disent même qui sont jeunes, qui sont un peu mais je suis pas assez crédible, mais là ils voient justement des parcours comme toi que tu as. C'est quoi les conseils que tu donnerais justement pour la relève dans le domaine de la tech au Québec? Plusieurs choses. Je pense que la première chose que je dirais, c'est on est dans un merveilleux milieu là, en 2020 où est-ce que 2021 où est-ce que excusez, je prends un mini step back ici. Là. Ouais. Dans le temps de nos parents, là, s'ils voulaient savoir quelque chose, ils devaient aller à la bibliothèque pour ouvrir un livre puis poser une question. Littéralement, j'avais aucune idée c'était quoi le VC il y a genre 6 ans. C'était quoi le capital de risque il y a genre 6 ans, mais tout est sur Internet. Puis quand que ça soit, puis je veux dire, je suis ingénieur en informatique, gradué de Polytechnique, puis littéralement, le 3/4 de notre bac, les professeurs nous disaient, allez faire des cours en ligne. Genre, lundi, vous devez savoir coder en C++. Fait que littéralement, la fin de semaine, on allait sur Internet, puis on était comme How am I supposed to code in C++? Puis genre, that's it. Puis, fait que, tu sais, tout s'apprend sur Internet. Fait que si j'avais première chose à dire, c'est comme ne pas s'arrêter à ce qu'on ne sait pas.
mais d'être débrouillard, d'être un hustler, à aller trouver les réponses qu'on a besoin. Puis ça, je pense que si j'avais à dire une chose, pourquoi peut-être moi j'ai réussi puis que d'autres gens n'ont pas réussi, c'est parce que je me suis pas arrêté à ce que je savais pas. Au contraire, j'ai trouvé les moyens d'aller chercher. Puis en technologie, c'est ça la beauté. Comme je dis pas que tu peux devenir médecin en ligne, là, mais tu peux définitivement travailler en technologie puis genre tout avoir appris en ligne. Que ça soit du côté ingénieur, que ça soit du côté investisseur, comme tout existe. Puis il y a tellement de gens, comme tout le monde est out there à créer du contenu, que ça soit, tu sais, ça peut être aussi con que le contenu sur TikTok, là, mais littéralement, tu peux t'éduquer sur tout en ce moment. Bon, c'est sûr, il faut faire attention, là, il y a des trucs pas très bons à s'éduquer sur en ligne, là, mais moindrement que les sources sont fiables, tu sais, puis je veux dire, en technologie, là, je vous invite là, à aller voir tous les plus gros fonds d'investissement en technologie au Canada, aux US, tous les accélérateurs, les incubateurs, White Combinator qui est le meilleur accélérateur aux US. Comme tous ces gens-là créent du contenu à chaque semaine, là, quasiment là, qui un blog post différent sur comment, qu'est-ce qui a été créé, les histoires, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces entrepreneurs-là et tout et tout. Fait que tout existe en ligne. Puis je veux dire, littéralement, là, pour les gens qui s'intéressent à la tech, abonnez-vous à TechCrunch, qui est comme c'est comme le Globe and Mail, ou comme la presse de la tech. C'est un des médias, un des plus gros médias. En fait, c'est le plus gros média en technologie aux US. Puis ils vont couvrir la technologie à travers le monde. Puis TechCrunch, ben, littéralement, si tu lis tous les articles, puis tu regardes, tu es un peu aware de tout ce qui sort, ben, comme tu vas déjà avoir comme 50% des learnings faits sur comme qu'est-ce qui existe en technologie. Là. Fait que c'est juste ça. Puis après ça, ben, tous les investisseurs, tous les entrepreneurs qui ont réussi, ils ont tous écrit des blogs, ils ont tous expliqué tout ce qui se passait, ils ont tout le monde crée du contenu, puis ce contenu-là est super valuable, il est super important. Fait que moi, ça serait mon premier conseil, comme ne vous arrêtez pas à ce que vous ne savez pas, parce que c'est pas vrai. En 2021, il n'y a rien qu'on ne sait pas. Puis encore une fois, je ne dis pas qu'on peut devenir docteur, malgré que ce serait utile avec la COVID, mais... Il y en a qui se pensent docteur, par contre. Il y en a beaucoup. Souvent, ceux qui ont été à École de la vie, là, entre guillemets, sur Facebook. qui vont avoir bien des opinions sur les masques, Anyway, ne rentrons pas là-dedans pour aujourd'hui, mais tout pour dire, c'est ça. Ça serait vraiment mon prime, là, parce que s'il y a une chose que j'ai retenue de toute mon expérience, c'est vraiment ça. Ouais, mais aussi tout simplement juste de s'informer sur le contenu que vous mettez de l'avant. Oui. Vous mettez énormément de Mon blogs. Dieu, merci. Je suis tellement pas bon à faire des shameless plugs dans mes propres affaires, mais à chaque semaine, littéralement, mon équipe, je veux dire, j'ai une équipe de 50 et plus maintenant chez Front Row, puis littéralement, à toutes les semaines, on va que ce soit sur notre blog, sur notre podcast, que ce soit sur notre site web, que ce soit sur nos médias sociaux. À chaque semaine, on repartage ou on partage du contenu du contenu original qu'on a fait. Juste aller lire le blog de Front Row Ventures, on a une histoire qui vraiment passe de très, très, très débutant à comme très avancé. Puis ben, je pense que ça, ça effectivement, merci vraiment de m'aider. Mais Front Row Ventures ou réseaux sociaux Front Row Ventures, définitivement, il y a beaucoup d'informations. Mais tu sais, dans le podcast, il y a aussi beaucoup d'étudiants universitaires qui nous écoutent. Et tu sais qu'il y a beaucoup de, justement, dans ces étudiants-là qui n'ont pas un accès proche avec le monde entrepreneuriat, c'est très général. Mais pour exemple, un étudiant qui étudie à McGill, qui étudie à l'UQAM ou qui étudie à HEC ou quoi que ce soit, comment il peut apprendre justement sur le monde du VC? Comment il peut même s'impliquer sur Front Row? Peux-tu m'expliquer comment ça marche? 100%. Je pense, le pire, c'est que tu touches quelque chose qui est vraiment important que je n'avais pas mentionné plus tôt, mais la vraie raison d'être de quelque chose comme Front Row Ventures, en fait, c'est une question de proximité. Fait que pour être le meilleur investisseur possible, pour déterminer c'est lesquels les meilleurs entrepreneurs dans lesquels on va investir, c'est cette proximité-là qui est importante. Puis c'est pour ça qu'on a créé un modèle où est-ce qu'on a des étudiants qu'on forme à devenir des entrepreneurs. C'est que la valeur de Front Row, c'est que nous, les investisseurs, on est underground. On est dans les mêmes classes que toi, on est dans le même bar que toi, on est dans la même bibliothèque que toi. Fait qu'on est accessible. Puis plus important, on comprend la réalité de ces entrepreneurs-là. Fait que puis la raison pourquoi je dis ça, c'est parce que comment est-ce qu'on peut, s'informer, comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec des gens de Front Row, mais c'est ça la beauté. T'sais, habituellement, rentrer en contact avec un investisseur en technologie, ça se fait pas si facilement. Je vais parler pour moi, mais je reçois des dizaines, de vingtaines, de trentaines de courriels par jour de gens qui essaient d'avoir... Puis à un moment donné, c'est juste une question de bandwidth. Là, tu peux pas répondre à tout le monde. Mais la force de Front Row, c'est ça qui est super important pour nous, c'est qu'on est là pour aider l'écosystème. On a une grosse mission aussi d'éducation à travers tout ça. Fait que, à la base, là, si j'avais à répondre à une chose, c'est mon équipe, elle est sur les
campus avec vous. Fait que tu étudies sur les 23 campus sur lesquels on est présent, là, ben, allez sur notre site web Front Row Ventures dans la page équipe. Ben, littéralement, vous allez voir toute mon équipe, de quelle université ils sont présents, sur quelle université ils sont présents, puis vous leur écrivez sur LinkedIn ou par courriel, puis vous allez prendre un café avec, puis c'est réglé. De toute façon, en COVID, c'est un peu plus compliqué, mais anyway. Point bien, on est très accessible, ça, je pense que c'est très important à mentionner. Sinon, une chose que je mentionnerais, ben, l'entrepreneuriat en technologie sur les campus universitaires dans les dernières années a comme boom, là, incroyablement. Il y a tous les accélérateurs, les incubateurs que je parlais tantôt. Chaque université, concrètement, chaque université ont tous un accélérateur ou un incubateur. Ont tous un genre de hub d'entrepreneuriat, un pôle d'entrepreneuriat quelconque. Ils ont tous un comité étudiant en entrepreneuriat, un comité étudiant en finance ou quelconque comité étudiant qui va aider les entrepreneurs. Fait que ça, c'est des ressources aussi qui sont là pour vous en tant qu'étudiant. Ces gens-là sont accessibles habituellement, mais là, pas en temps de COVID, mais évidemment, ces gens-là font beaucoup d'événements, des trucs comme ça. Puis, ben, l'étape numéro 1, là, pour les gens qui s'y intéressent, de 1, tu t'abonnes à TechCrunch. De 2, tu t'abonnes à tout ce que Front Row fait. Puis de 3, you go out there, là, tu vas dans tous les événements que ces organisations-là organisent, puis tu rencontres du monde. Ça, c'est vraiment les 3 étapes que je recommande. Ah, puis peut-être là-dedans, TechCrunch / que tu commences à googler vraiment plein de trucs, plein de questions, puis tout ça, là, parce que tout existe en ligne. Là. Mais voilà. C'est bon point. C'est bon point, j'aime ça. Le master plan est laid out. Tu sais quoi faire pour être le prochain Element AI ou autre. Ouais. Yes. Ben super, ben je pense qu'on a fait pas mal le tour de toutes les questions que on pourrait en parler pendant des jours, mais par respect pour notre audience, on va se calmer un petit peu, mais regarde, sinon c'est le segment un peu le golden segment. Tu as la caméra devant toi. Où on peut te suivre, où on peut suivre Front Row. Je te laisse faire ton pitch comme si tu es à Shark Tank, là. Super. Ben, premièrement, comme je viens de mentionner, on est super accessible. Donc, mon équipe est sur plus de 23 campus à travers le Québec, Ontario. Donc, si vous avez des questions, si on peut vous aider de quelconque façon, écrivez-nous, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur leur email. On est là pour vous. Sinon, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Front Row Ventures, notre site web frontrow.ventures. Sinon, écrivez-moi, LinkedIn, Raphaël Christian Roy, écrivez-moi, raphaël@frontrow.vc. Ça va me faire plaisir. Encore une fois, l'email, c'est plus dur. Là. Vous pourriez peut-être témoigner, mais je ne suis pas très bon à répondre aux courriels. Mais I'm getting better. Puis sinon, littéralement, écrivez-nous. En fait, ouais, j'ai tout nommé. Littéralement, n'hésitez pas, on est là pour ça aussi. La vraie mission de Front Row, c'est d'être le premier investisseur, lui qui investit le plus tôt au Canada. Donc, on est vraiment là aussi pour aider les entrepreneurs qui veulent débuter. Puis, je vais finir sur une des valeurs les plus importantes de Front Row. C'est on dit toujours dans notre équipe, c'est important pour nous de traiter chaque entrepreneur qu'on rencontre comme si c'était le fondateur de Facebook, comme si c'était le fondateur de Google. Puis le concept ici, c'est que même que vous ayez une petite compagnie, juste une idée ou une grosse compagnie, on est là pour vous, on est là pour vous aider. Puis même si on ne peut pas investir, on va essayer de vous aider de quelconque façon. Donc, n'hésitez pas à reach out. C'était bon, ça. Solide. C'est bon. Et Louis, où on peut suivre maintenant la startup, le podcast Né pour un gros pain? Né pour un gros pain, on peut nous retrouver sur Spotify en audio, Deezer, TuneIn, Google Podcast pour les 2 personnes, encore une fois, qui nous écoutent là. Puis, finalement, on est aussi sur YouTube. Yes. Pour nous voir en vrai. Donc, on te l'annonce maintenant. Ouais, c'est ça que je vois. Il y a une caméra dans le fond. Ouais, c'est ça. Puis, finalement, c'est ça, sur les différents réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, peut-être TikTok un jour. Attendons, on verra ça surtout pour 2021. Mais sur ça, c'est ça. Donc, n'hésitez pas justement à liker toutes nos pages et aussi partager nos commentaires parce que qui sait, peut-être que Raphaël pourra répondre à une de vos questions directement. Mais sur ce, un énorme merci Raphaël d'avoir pris ton temps pour participer au podcast Né pour un gros pain. Ça me fait vraiment plaisir. Merci de m'avoir reçu. Félicitations pour votre podcast, les gars. Je trouve ça vraiment cool. C'est très vraiment apprécié. Alors sur ce, à le prochain épisode. Yep. Ciao. Merci 1000 fois d'avoir écouté un autre épisode du balado Né pour un gros pain. Tu t'es rendu jusqu'au bout, tu es officiellement un affamé. Tu nous aiderais énormément si tu pouvais aller sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire et une note. N'hésite pas à laisser une question pour notre invité. Tu cours la chance de gagner un prix qui sera révélé très bientôt. Maintenant, la balle est dans ton camp. Et oui, parce que la conversation ne s'arrête pas ici. On se revoit très bientôt pour le prochain épisode.